j'ai envoyé un message sur la conversation de groupe familial. Le docteur dit que l'opération est pour demain. Quelqu'un peut-il être avec moi? Ma sœur a répondu, nous avons prévu de dîner. Bonne chance. Ma mère a ajouté, ne sois pas dramatique. Ce n'est qu'une opération. Et j'ai simplement répondu, pas de souci. Je m'appelle Élise Dubois, et si vous pensez savoir comment cela se termine, restez à l'écoute. Car que se passe-t-il lorsque les personnes dont vous avez le plus besoin se moquent de la chose même qui pourrait vous anéantir? Le téléphone m'a glissé des mains cette nuit-là. Pas sous le choc, mais par lucidité. Leurs mots n'étaient pas tranchants, ils étaient creux. Creux comme un écho dans une église vide où l'on réalise que le silence est plus fort que la prière. Je fixais le plafond de l'hôpital de la Pitié, une perfusion collée à mon bras, des moniteurs bipant à un rythme indifférent. Ma famille ne viendrait pas. Ils avaient des réservations, des selfies à publier, un monde où je n'étais qu'une pensée secondaire. Alors j'ai murmuré pour moi-même, alors, j'arrêterai de demander. L'infirmière a ajusté ma couverture, ses yeux doux d'une manière que les liens du sang ne m'avaient jamais offerte. Des inconnus m'ont montré plus de présence que les liens du sang. Cette ironie me brûlait plus profondément que l'incision qui m'attendait à l'aube. Mais je n'ai pas ragé. Je n'ai pas supplié. J'ai choisi l'immobilité, et l'immobilité engendre la lucidité. Cette nuit-là, tandis que Paris bourdonnait derrière la vitre, j'ai signé un formulaire d'autorisation, contact média, demande d'intérêt public, des préparatifs discrets qui n'avaient pas besoin d'applaudissements, juste de timing. Car pendant qu'il trinquait à dîner, un bandeau d'informations déroulant préparait déjà son gros titre. Pendant qu'il parcourait les menus, une salle de rédaction rattachait mon nom à une histoire plus grande que leur négligence. Et quand les caméras s'allumeraient, ils ne me verraient pas comme la fille fragile suppliant pour de la compagnie. Ils verraient la vérité qu'ils avaient ignorée, diffusée sur chaque écran qu'ils tenaient entre leurs mains. Pas de voix élevées, pas de portes claquées, juste le poids de leur absence transformée en preuve. Et à 21h12, lorsque le reportage a été diffusé, ils ont lâché leur fourchette. Ils ont lâché leur téléphone car aux informations, je n'étais plus une patiente. J'étais un gros titre. Et le gros titre avait une légende qu'ils ne pouvaient pas contrôler, laissé seul avant une opération. Famille absente. Le monde regarde. Ce fut le moment où le silence est devenu ma scène. Le reportage durait moins de 3 minutes, une journaliste devant l'hôpital de la Pitié, la voix assurée, les mots tranchants. La patiente Élise Dubois, âgée de 29 ans, doit subir une opération demain matin. Son histoire, une conversation de groupe familial où elle a demandé du soutien et où on lui a répondu « Ne sois pas dramatique ». Maintenant, alors qu'elle se prépare seule, des inconnus ont commencé à offrir ce que ses propres parents ne lui ont pas donné. Le présentateur a hoché la tête gravement. L'image a flashé, ma conversation par message, anonymisée mais suffisamment visible. Les horodatages brillaient comme des cicatrices. Je ne l'ai pas divulgué par colère, je l'ai divulgué par vérité. Le monde adore les preuves, et ma famille m'avait donné les plus claires. À l'autre bout de la ville, je les imaginais figés à leur table. La main manucurée de ma sœur agrippant son téléphone trop fort. Ma mère murmurant, elle n'oserait pas, même si son visage perdait ses couleurs. Mon père secouant la tête, marmonnant à propos d'une réaction excessive, du fait de laver son linge sale en public. Mais le linge sale était le leur, pas le mien. Car pendant qu'il me qualifiait de dramatique, le public voyait autre chose, l'abandon. Dès le lendemain matin, les dons affluaient. Les fleurs remplissaient ma chambre d'hôpital. Des messages d'inconnus peignaient mes murs avec plus d'amour que les liens du sang ne l'avaient jamais fait. Un groupe de soutien local a proposé de s'asseoir avec moi pendant l'opération, se relayant pour que je n'affronte pas seul la salle d'opération. Le personnel de l'hôpital de la Pitié souriait. Vous avez plus de gens qui attendent dehors que la plupart des politiciens. Et pourtant, la conversation de groupe restait silencieuse. Pas d'excuses, pas d'arrivée, juste 3 petits points qui ne se sont jamais transformés en mots. À 6h45, une infirmière m'a poussé dans le couloir. Les appareils photo crépitaient depuis le trottoir. Je n'ai pas fait de signe de la main. Je n'ai pas souri. J'ai simplement laissé l'histoire respirer car, pour la première fois, ma douleur n'était pas cachée dans les coins tranquilles de la négligence familiale. Elle était publique, documentée, observée. Et le monde posait la seule question que ma famille n'avait jamais posée, comment ont-ils pu la laisser comme ça? J'ai fermé les yeux sous les lumières chirurgicales, calme et sereine.
Non pas parce que je leur faisais confiance, mais parce que je faisais confiance au silence, celui qui expose. Et quand je me suis réveillé, respirant encore, j'ai su que quelque chose avait changé pour toujours. L'opération avait réparé plus que mon corps, elle avait gravé le nom de ma famille dans la honte, et je n'avais pas levé le petit doigt. Quand j'ai ouvert les yeux, la pièce était remplie de fleurs. Des bouquets pressés contre le rebord de la fenêtre, des cartes glissées dans chaque vase. Les machines bourdonnaient doucement, mais le vrai bruit était à l'extérieur. Des journalistes campaient toujours sur le trottoir, des membres de la communauté allumaient des bougies en signe de solidarité silencieuse. Je n'étais plus seul sauf, bien sûr, par le sang. Mon téléphone vibrait de centaines de messages, mais aucun ne venait des personnes que j'appelais autrefois ma famille. Ils étaient silencieux, paralysés, trop tard pour effacer ce qui était déjà devenu public. Puis une notification a rompu le silence de la conversation de groupe. « Maman, Élise, s'il te plaît, retire ça. » Les gens posent des questions. Ma sœur a ajouté, « Tu nous mets dans l'embarras. Personne n'a besoin de connaître nos affaires privées. » Privées ? C'était le mot auquel il s'accrochait, comme si la négligence devenait plus petite si elle était cachée derrière des murs. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin, car chaque inconnu qui m'envoyait de l'amour voyait ce que ma famille refusait de voir, que je méritais d'être soutenu, pas caché. Le soir, le Parisien Matin a publié un article de suivi, la communauté se rallie derrière une patiente abandonnée avant son opération. Des photos de bénévoles devant ma fenêtre tenant des pancartes, « Nous sommes avec toi, Élise. » Et au milieu de cet article, il y avait une petite phrase qui a tout changé, la famille a refusé de commenter. Refusé. Pas nié, pas défendu, refusé. Au dîner de gala qu'ils aimaient tant, sur les bancs d'église qu'ils occupaient chaque dimanche, dans les allées des Monoprix où leurs voisins s'attardaient, les chuchotements ont commencé. Avez-vous vu les nouvelles? Comment ont-ils pu? Elle a supplié pour que quelqu'un soit là. Ma famille avait toujours prospéré grâce à l'image, au contrôle, aux applaudissements. Maintenant, leur silence était un panneau publicitaire. Je me suis allongé contre l'oreiller de l'hôpital, une perfusion coulant régulièrement, et j'ai réalisé quelque chose. La vengeance ne consistait pas en une vengeance bruyante. Elle consistait à laisser la vérité vivre là où tout le monde pouvait la voir. Et la vérité a une façon de prendre racine. Le 3e jour, mon chirurgien est venu me voir en souriant. Vous guérirez bien, mais vous devriez savoir que des gens sont toujours dehors. Ils disent qu'ils resteront jusqu'à ce que vous sortiez d'ici. Et j'ai souri pour la première fois depuis des semaines car ma famille m'avait peut-être laissé à table, mais le monde avait tiré des chaises. Et je n'avais pas l'intention de partir discrètement quand je me tiendrais enfin de nouveau debout. Au moment de ma sortie, la foule à l'extérieur avait doublé. Des inconnus qui n'avaient jamais prononcé mon nom auparavant tenaient des pancartes faites à la main avec mon nom peint en couleur vive, « Élise courage, personne ne devrait affronter une opération seule. » On m'a poussé par les portes d'entrée, pas par la sortie de service que ma famille aurait préférée. Les appareils photo crépitaient. Les journalistes criaient des questions, mais je n'ai pas répondu. J'ai simplement souri, hoché la tête, et laissé le silence faire ce que les mots n'avaient jamais pu faire. Ce soir-là, les informations ont diffusé un écran partagé. D'un côté, moi, poussé en fauteuil roulant, accueilli par des fleurs et des applaudissements. De l'autre, ma sœur sortant d'un restaurant, la main sur le visage alors que les journalistes la suivaient. Elle a bousculé les microphones. Nous avions des projets ce soir-là. Nous ne savions pas que c'était grave. Mais les preuves étaient toujours là, les messages affichés sur l'écran, ne soient pas dramatiques. Ce n'est qu'une opération. Ma mère a essayé aussi. Devant la caméra, elle a forcé un sourire, insistant, « Nous aimons notre fille. » Les gens déforment les choses. Pourtant, le clip vidéo a été rediffusé. La preuve était indéniable. Pour la première fois de ma vie, leurs mots ne dominaient pas les miens. Ma vérité n'était pas enterrée, elle était rediffusée en haute définition encore et encore, jusqu'à ce qu'aucun déni ne puisse respirer. Des sponsors m'ont contacté. La Fondation Présence et Soutien m'a demandé de parler de la solitude dans les hôpitaux lors d'une collecte de fonds médical. Un journaliste a appelé cela « l'histoire qui a poussé Paris à s'interroger sur ce que signifie vraiment la famille ». Et tandis que le monde m'enveloppait de compassion, ma famille s'enveloppait de honte. Les invitations à dîner ont cessé. Les voisins ne souriaient plus poliment. Le piédestal social qu'ils vénéraient s'est effondré sous leurs pieds, pièce par pièce.
Mais je n'ai jamais crié. Je n'ai jamais exigé d'excuses. J'ai simplement laissé le miroir leur faire face jour après jour jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus détourner le regard. Tard un soir, mon téléphone s'est de nouveau allumé. Ma sœur, Élise, s'il te plaît, arrête ça. Nous ne pouvons aller nulle part sans que les gens nous dévisagent. Maman, tu as fait passer ton message. Ça suffit. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que ce n'était jamais une question de punition. C'était une question de preuve. La preuve que je n'étais pas invisible. La preuve que leur négligence n'était pas seulement mon fardeau à avaler en silence. La preuve que le monde voit ce qu'ils faisaient semblant de ne pas voir. J'ai éteint le téléphone et l'ai posé face contre table sur la table de nuit. Pour une fois, je n'avais pas besoin de répondre, car chaque écran de la ville l'avait déjà fait. Les invitations sont venues rapidement. L'émission, Le Grand Matin, me voulait pour son segment du matin. Un podcast demandait ma voix. Un panel sur la santé de la Sorbonne m'a envoyé un courriel sur la résilience. Chaque message portait le même thème, votre histoire est importante. Les gens ont besoin de l'entendre. J'ai repensé à la nuit où j'avais envoyé un message à ma famille pour demander de l'aide, des mots petits et tremblants, le docteur dit que l'opération est pour demain. Quelqu'un peut-il être avec moi? J'avais demandé de la présence, j'ai reçu le rejet. Maintenant, le monde me demandait de parler, non pas en tant que patiente, mais en tant que témoin. Quand je suis monté sur la scène de ce premier studio, les lumières éclatantes, le microphone accroché, le présentateur m'a présenté non pas comme une victime, bu comme une voix. Élise Dubois, dont le courage a déclenché une conversation nationale sur ce que signifie être présent. Les applaudissements n'étaient pas pour la pitié, ils étaient pour la vérité. Pendant ce temps, le silence de ma famille s'est approfondi en isolement. Dans les supermarchés, les voisins détournaient leurs chariots. À l'église, les bancs se vidaient quand ils entraient. Les invitations se sont évaporées. Leurs projets de dîner, si importants la veille de mon opération, ont complètement disparu. Et la conversation de groupe restait vide. Les 3 petits points ne sont plus jamais apparus. Mais j'ai gardé chaque capture d'écran, chaque ligne dédaigneuse préservée comme une preuve dans un musée de la négligence. Car l'histoire n'était plus seulement la mienne. Elle appartenait à chaque personne qui avait un jour demandé de l'amour et à qui on avait dit qu'elle était trop dramatique, trop dérangeante. La collecte de fonds de la Fondation Présence et Soutien a été le saut final. Des centaines de personnes se sont rassemblées dans une salle ornée de lumière, les visages rayonnants d'empathie. Je me tenais au pupitre, pas tremblante, mais stable. Je pensais que j'étais seul, ai-je commencé. Mais être laissé seul m'a appris quelque chose. Le silence est plus retentissant lorsqu'il est partagé. Les applaudissements ont grandi. Au fond de la salle, je les ai vus, ma mère, ma sœur, mon père, debout dans l'ombre, non invités mais curieux, observant la foule qui avait autrefois été la leur. Leurs yeux n'étaient pas en colère. Ils étaient creux, cherchant un moyen de revenir dans un monde qui leur avait déjà fermé sa porte. Je ne les ai pas interpellés. Je ne les ai même pas reconnus, car la vengeance, ce n'était pas de pointer du doigt. C'était de se tenir dans une pièce remplie de l'amour qu'ils m'avaient autrefois refusé et de savoir qu'ils devaient le voir s'épanouir sans eux. Cette nuit-là, alors que les lumières s'éteignaient et que les applaudissements persistaient, j'ai réalisé que je n'avais pas seulement survécu à l'opération. J'avais réécrit l'histoire de qui était présent. Et la fin était encore en train de s'écrire. Les gros titres ont changé. Ce n'était plus « abandonné avant son opération ». Maintenant, il lisait « De patiente à porte-parole, Élise Dubois parle au nom des oubliés ». Cela semblait surréaliste. Ma douleur s'était transformée en pouvoir. Ma négligence s'était transformée en élan. Les hôpitaux de Paris m'ont invité à donner des conseils sur les programmes de soutien familial. Des organisations voulaient mon avis sur leur politique. Des inconnus dans les salles d'attente me reconnaissaient et chuchotaient « c'est elle ». Mais à la maison, ma famille était assise dans un silence qu'elle avait elle-même créé. Ma sœur a tenté de limiter les dégâts en ligne. Elle a publié des photos filtrées, avec des légendes sur « la famille d'abord » et « ensemble contre tout ». Mais chaque commentaire était le même, « Où étiez-vous quand elle a demandé ?» Elle a supprimé la publication en quelques heures. Ma mère, autrefois au centre de tous les cercles sociaux, s'est retirée. Pas de brunch, pas de garden party. Les voisins chuchotaient quand elle passait. Le piédestal qu'elle gardait si férocement avait disparu. Mon père,
lui, n'a jamais envoyé de message. Son silence n'était pas une absence, c'était de la fierté refusant de plier. Mais même lui ne pouvait échapper au regard dans les allées des supermarchés, au journal plié trop soigneusement sur le porche. Et moi? Je ne les ai pas poursuivis. Je ne les ai pas bloqués. J'ai laissé la conversation de groupe exactement comme elle était, figée dans le temps. 3 lignes gravées dans la pierre numérique, nous avons prévu de dîner. Ne sois pas dramatique. Pas de souci. Cette conversation est devenue un monument, non pas de rage, mais de révélation. Un soir, j'ai été invité à revenir à l'hôpital de la Pitié, cette fois non pas en tant que patiente, mais en tant qu'invité d'honneur. Ils ont inauguré un nouveau programme associant des bénévoles à des patients confrontés seuls à des procédures. Une infirmière m'a prise à part. Ceci existe grâce à vous, a-t-elle dit. J'ai pensé à la nuit où j'étais allongé sous des néons, suppliant silencieusement pour que quelqu'un franchisse la porte. Maintenant, des dizaines de portes s'ouvriraient pour d'autres. Et ma famille, ils devaient vivre à Paris, où mon nom était prononcé avec admiration tandis que le leur était devenu un récit édifiant. Je ne les ai jamais confrontés directement. Je n'en avais pas besoin. Chaque gros titre, chaque panel, chaque programme était un miroir dont ils ne pouvaient se détourner, car la punition la plus cruelle n'est pas une accusation. C'est une exclusion. C'est être forcé de regarder celui que vous avez méprisé devenir tout ce que vous prétendiez qu'il n'était pas. Et le miroir ne faisait que devenir plus brillant. Le gala était le prochain événement le plus grand de l'année et mon nom était en haut du programme. Il serait là. Il l'était toujours. Mais cette fois, il ne reconnaîtrait pas la scène, car elle était à moi. Le gala de la ville avait toujours été le joyau de ma famille, la seule nuit où il pouvait s'habiller d'une élégance empruntée et se prélasser dans une admiration empruntée. Pendant des années, j'avais été leur accessoire silencieux, debout derrière eux, souriant faiblement pendant qu'ils recueillaient des applaudissements qui n'étaient jamais les leurs. Mais cette année, le programme portait un nom différent au centre, oratrice principale, Élise Dubois, porte-parole des patients. La salle scintillait sous les lustres, les paillettes et les chaussures cirées. Ma mère est arrivée avec ses perles habituelles, bien que ses yeux trahissent une fatigue qu'aucun diamant ne pouvait dissimuler. Le sourire de ma sœur était cassant, trop large, tandis que mon père restait 2 pas derrière, évitant chaque objectif de caméra qui se tournait vers lui. Quand mon nom a été appelé, je suis monté sur scène dans une simple robe bleu marine ni éblouissante, ni bruyante, stable. Le genre de présence qui n'a pas besoin de briller pour rayonner. Les applaudissements ont tonné. J'ai posé mes notes et j'ai regardé la mer de visage. La table de ma famille était près du devant. Je ne me suis pas attardé sur eux. Au lieu de cela, j'ai commencé. Il y a 3 mois, j'ai posé une simple question dans une conversation de groupe familial, le docteur dit que l'opération est pour demain. Quelqu'un peut-il être avec moi? La réponse a été le silence, ou pire, le mépris. Un murmure a parcouru l'auditoire. J'ai levé mon téléphone, l'écran brillant avec la capture d'écran. Les mots étaient flous pour protéger la vie privée, mais assez clairs pour emporter le poids. Nous avons prévu de dîner. Ne sois pas dramatique. Des exclamations de surprise ont éclaté dans la salle. Mais voici la vérité, ai-je poursuivi, la voix stable. La famille n'est pas toujours celle qui partage votre sang. Parfois, la famille est celle qui est présente quand cela compte le plus. Et quand les liens du sang se sont détournés, des inconnus sont devenus ma bouée de sauvetage. C'est pourquoi je suis ici ce soir, non pas pour faire honte, mais pour rappeler, la présence est le plus grand cadeau que nous puissions nous faire les uns aux autres. La salle a éclaté en applaudissements, se levant. Les appareils photo ont flashé. Le présentateur a essuyé une larme. À la table de devant, ma mère a baissé la tête. Les mains de ma sœur s'agitaient sur ses genoux. La mâchoire de mon père s'est crispée, les yeux fixés sur la nappe. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas pointé du doigt. Je me tenais simplement dans une lumière qu'il pensait que je ne toucherais jamais. Car la vengeance ne crie pas toujours. Parfois, elle se tient sur une scène, stable et intacte, pendant que ceux qui riaient autrefois restent assis en silence dans le noir. Et pourtant, un autre chapitre attendait. Pas pour les caméras, pas pour la foule, mais pour le matin calme d'après, quand la vérité les suivrait chez eux. Le matin après le gala, les gros titres étaient partout, de la négligence à la tribune, Élise Dubois redéfinit la famille. Des photos de moi au pupitre se sont répandues sur tous les fils d'actualité, mes mots cités en gras,
la présence est le plus grand cadeau. Je n'ai pas vérifié la conversation de groupe. Je n'en avais pas besoin car, dans chaque café, sur chaque porche, dans chaque conversation chuchotée à travers Paris, le verdict avait déjà été rendu. Ma mère a évité sa promenade matinale, les voisins ne lui faisaient plus signe. Ma sœur a verrouillé ses réseaux sociaux, les commentaires noyant ses légendes. Mon père a plié le journal avec des mains tremblantes, incapable d'empêcher la première page de le dévisager. Pendant ce temps, je sirotais mon café en toute tranquillité. Mon téléphone vibrait de nouveaux messages, des invitations à parler, des notes de remerciements d'inconnus, des bénévoles s'inscrivant au programme de l'hôpital de la pitié né de mon histoire. Le même monde qu'ils pensaient trop occupé pour s'en soucier s'était suffisamment soucié pour m'élever plus haut que leur silence n'aurait jamais pu le faire. Mais je n'ai jamais cherché les applaudissements. Ma vengeance était plus simple, plus tranchante, existait bruyamment dans l'espace qu'ils avaient laissé vide. J'ai laissé la conversation de groupe intacte, 3 lignes figées pour toujours, nous avons prévu de dîner. Ne sois pas dramatique. Pas de souci. Une pierre tombale numérique de leur choix. Ce soir-là, je suis passé devant le miroir de mon couloir et je me suis arrêté. Pendant des années, je m'y étais regardé et j'y avais vu leur absence se reflétant comme ma propre inadéquation. Maintenant, je ne voyais que moi-même, entière, debout, visible. Ma famille me voulait silencieuse, effacée, docile. Au lieu de cela, je suis devenu incontournable. Non pas en criant, non pas en me battant, mais en laissant leur négligence parler plus fort que je n'aurais jamais pu le faire, jusqu'à ce que le monde entier l'entende. C'est ça, le silence. Il peut vous enterrer, ou il peut vous couronner. Et quand l'histoire s'est terminée, il a couronné.